Ouais, salut, alors je suis Quentin. Je suis venu aujourd'hui pour faire cet atelier constituant parce que j'en avais pas encore fait en vrai. J'avais vu pas mal de vidéos ou de comptes rendus d'ateliers constituants. Mais voilà, je voulais de voir ce que ça donnait en vrai et puis parce que je m'intéressais énormément à tout ce qui était démocratie directe, théorie, pratique et je suis impliqué dans pas mal d'assauts ou de trucs politiques, quoi. Voilà. Voilà, donc moi je m'appelle Florent, donc je suis venu ici parce qu'en fait j'ai découvert sur internet le site d'Étienne Chouard et puis ses idées sur le fait qu'on ne serait pas dans une vraie démocratie. Je trouvais ça intéressant, des choses auxquelles je n'avais pas pensé a priori. Et donc voilà, je suis venu pour. Je trouvais que c'est intéressant d'en discuter et de voir si on pouvait créer un monde meilleur d'une certaine manière. Alors, Éric Tambour, donc adhérent UPR, donc au courant effectivement des problèmes de démocratie depuis j'ai découvert Étienne Chouard sur Internet. Et donc c'était l'occasion aujourd'hui de participer donc à cette première réunion pour moi de discuter sur la problématique de la Constitution. Et très très heureux d'en avoir fait partie, quoi. Et vivement la prochaine. Alors moi je suis Stéphane Ditchev, je suis secrétaire général de l'association Fédération des mouvements de la condition paternelle. Et nous ce qu'on pense c'est que dans la société, nous ou moi peu importe, ce que je pense c'est qu'on n'est pas dans une société démocratique, principalement pour une chose qui nous concerne directement et très souvent dans les questions de famille, c'est que les juges, le judiciaire, le monde judiciaire n'est pas du tout le reflet d'un monde démocratique. C'est au contraire monarchique. Les juges ont un pouvoir extraordinaire, prennent un pouvoir tout seul en 3 secondes pour enlever les enfants de leur père ou des fois de leur mère. Et ça, c'est absolument scandaleux. Il faut trouver une autre démocratie concernant la justice familiale. Alors moi, je m'appelle Gwenaël. Je suis en dernière année de physique et je me spécialise dans les déchets nucléaires. Et je suis venu parce que je trouve qu'il y a énormément de dysfonctionnements dans le fonctionnement du gouvernement actuel. Fonctionnement après aussi au niveau social, etc. Et je pense que c'est des problèmes qui peuvent être résolus que par une vraie démocratie. Et donc ça se travaille dès maintenant et il faut qu'on se voit dès maintenant entre citoyens parce que si on se laisse faire, le gouvernement ne viendra pas à nous pour nous donner la parole. Donc à propos des dispositifs de participation citoyen, donc quelle structure on peut mettre en place, à quelle échelle et puis comment on coordonne les échelles entre elles. Ce que je propose si vous avez d'autres idées. Donc je voudrais déjà qu'on arrive à définir ce que c'est que le dispositif de participation du citoyen. Est-ce que c'est le vote électronique? Est-ce que c'est le non? C'est pas tout à fait ça d'après ce que j'ai compris là. Non mais comment? Parce que dispositif de participation du citoyen. Il faudrait déjà qu'on arrive à déterminer la phrase. Ça me paraît un peu abscon, non? Alors, à mon sens, en fait, parler de ça, j'ai lu le site d'Étienne Chouard et en fait, il racontait que les citoyens doivent discuter des lois et de la politique de manière générale au sein d'assemblées. Et moi, pour moi, la problématique, c'est déterminer à quelle échelle se font ces assemblées, avec qui. Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes, parce qu'on ne peut pas accueillir toute la France entière dans une même salle pour discuter de lois au niveau national. Est-ce qu'on peut utiliser des technologies d'Internet pour faire des débats animés? Et en fait,
En fait pour moi c'est ça la question pour ce sujet-là. C'est dans quelle mesure et dans quelle échelle on organise les débats pour discuter des lois, puisque c'est vraiment l'objet de la démocratie participative et directe. Juste à propos d'imaginer qu'on puisse, qu'on puisse utiliser des technologies de communication ou Internet dans des conférences comme ça me semble être le seul domaine qui est vraiment dans lequel il peut vraiment être dangereux d'utiliser Internet, parce qu'il serait probablement possible de faire des manipulations ou de fausser certaines données, certains votes. Je pense que c'est encore pour ça qu'on utilise des bulletins de vote aujourd'hui et qu'on ne vote pas sur Internet. Je ne suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où jusqu'à présent, à chaque vote, on a des cas de fraude. Donc, ah oui, là les dernières élections l'ont prouvé, le FN, l'UMP, l'UPR, pardon, dont je fais partie, effectivement, les cas de fraude, alors, de toute façon c'est des fraudes, c'est même de la rétention de distribution de bulletins de vote, donc c'est des fraudes sans être des fraudes. Donc si la préfecture ne distribue pas les bulletins de vote en temps et en heure à tel endroit, effectivement, les gens ne peuvent pas voter. Donc c'est une fraude déguisée. Donc Internet, effectivement, même si je ne suis pas forcément un féru de cette façon de faire, peut par des techniques de contrôle, être plus fiable. Alors après, derrière, on peut dire effectivement, oui, mais celui qui appuie sur le bouton, qui contrôle le bouton au niveau du serveur, peut frauder aussi. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut aller loin. Mais pour autant, ça me semble être une piste. Alors, pour la petite histoire, je vous signale qu'en tant que commercial, j'avais envoyé un mail à l'UMP juste avant qu'ils votent. Vous savez, quand ils sont au niveau de l'élection entre Fillon et, comment il s'appelle, Copé. Et je savais qu'ils avaient des problèmes d'argent. Et donc je leur ai dit, j'ai le système de vote électronique, sécurisé bien évidemment. Et ils m'ont répondu que non, ils feraient comme... et on a vu effectivement ce que ça a donné avec les cas de fraude. Donc ça, effectivement, je les garde en mémoire, j'ai gardé le mail, effectivement. Et je vais le remettre sur Facebook pour leur rappeler qu'effectivement, on connaît la suite, quoi. Donc vous voyez, donc c'est pour dire qu'entre Internet et effectivement le mode classique, je pense qu'il y a un débat à faire et qui n'est pas tranché, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'on puisse utiliser Internet à partir du moment où on est sûr qu'on le contrôle correctement et que c'est un contrôle citoyen, évidemment, sur Internet. Parce que je vois pas comment, dans une société, une vraie démocratie participative, on va pouvoir voter très régulièrement des lois dans notre pays sans passer par Internet. Parce que si on vote des lois régulièrement, ça veut dire qu'il va falloir organiser des référendums tous les 4 matins. Ça coûte cher, c'est long à organiser. S'il y a plusieurs questions qui doivent être posées, ça risque d'être une organisation assez lourde et de coûter assez cher. Internet peut justement, s'il est bien contrôlé, permettre de solder ce problème. Ça peut être une solution, je pense, qu'il ne faut pas écarter a priori. Alors moi je voulais rebondir sur ce que disait, comment tu t'appelles, Baptiste, à propos de la sécurité sur Internet. Parce que pour vous dire, en fait là je suis étudiant et en stage dans une boîte qui travaille justement dans la cybercriminalité, enfin pour lutter contre la cybercriminalité. Et pour moi, pour ce que j'en vois depuis que je suis en début de stage, la sécurité sur Internet, ça veut rien dire. C'est vraiment... La sécurité parfaite n'existe pas. On a vu encore, il y a différentes failles immenses qui ont été corrigées et découvertes il y a quelques semaines seulement, alors qu'elles existaient depuis 2 ans. Donc la sécurité sur Internet, ça veut rien dire, et c'est vraiment une notion de confiance entre celui qui émet le système et les gens qui l'utilisent. Et pour moi, le vote sur Internet, pour moi, c'est encore un système, une idée trop dangereuse pour faire quelque chose d'aussi important que voter. Par contre, pour ce qui est d'organiser des débats, des débats donc, sous système de chat ou de visioconférence avec des webcams, on peut imaginer qu'on voit souvent ça des gens qui sont dans une salle, qui débattent et puis ils interagissent avec des gens sur Internet en même temps des webcams sur grand écran. Ça, par contre, ça peut être chose qui peut se faire parce que il n'y a pas de quoi frauder, il n'y a pas de
possibilités de fraude. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Et ça, par contre, Internet peut être utilisé dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'au niveau du vote, pour moi, je suis encore assez sceptique et inquiet sur les dangers d'Internet pour des enjeux graves comme les élections. Ouais, juste pour revenir par rapport à la sécurité sur Internet, on a vu aussi récemment, c'était l'an dernier je crois, que le site de l'Elysée a été piraté plus ou moins par, on ne sait pas trop si c'était, enfin si apparemment ça a l'air d'être des Américains, on comprend d'ailleurs pas trop pourquoi ils auraient eu intérêt à venir nous pirater. On voit aussi que l'armée américaine s'est déjà fait pirater par les Chinois pour avoir des plans des plans militaires secrets. Donc effectivement, la sécurité a l'air toute relative sur Internet. Et je voulais juste aussi, je te repasserai la parole après. C'est René et Eric. J'étais presque. Parce que à propos des élections dont tu parlais, qui s'étaient faites avec des bulletins en papier dans lesquels il y a eu des fraudes, c'était des élections internes ou nationales? Parce que les élections internes au parti, effectivement, on a entendu beaucoup de bruit à propos de fraude. Les élections nationales, moi j'ai déjà parti au dépouillement, et il y avait 4 ou 5 personnes pour vérifier autour de moi que j'étais pas en train de donner des fausses informations. Et je me sentais même surcontrôlé, ça m'embêtait, ça m'énervait, ce manque de confiance, et je voyais vraiment pas du tout comment c'était possible de frauder. Donc est-ce que c'était des élections locales alors, internes à un parti? Oui, c'était les élections locales pour la désignation du président de l'UMP. Ah oui, d'accord. Ouais. Je voudrais faire une remarque par rapport à la technologie. Bon, on sait tous effectivement que tous les grands groupes de l'Internet laissent des failles exprès, etc. Par contre, il pourrait être envisagé de créer un VPN, c'est-à-dire un réseau privé Internet spécifiquement dédié à un vote. Donc à partir du moment où un réseau, alors, vous savez comment ça fonctionne Internet. Hein, Internet, c'est effectivement tous les ordinateurs du monde qui sont reliés entre eux. D'accord? Sauf que quand vous faites un VPN, un Virtual Private Network, entre deux ordinateurs, effectivement, vous faites un tunnel privé qui est hors d'Internet. Donc quand on parle de vote sur Internet, effectivement, précisons que c'est dans le cadre de la création d'un VPN. Et là, il est plus facile de sécuriser un tunnel seul que sécuriser le monde entier. Voilà, c'était une petite réflexion. Je voudrais revenir sur le dernier vote là, des élections européennes. À l'UPR, effectivement, il y a eu, je crois, 300 000 € d'investis pour 25 millions de bulletins de vote. Imaginez le délire. 5 000 adhérents, 300 000 €. Bon, il y a eu 0, bon. S'il y avait eu effectivement un vote de ce type VPN sécurisé, premièrement, il y aurait eu plus de votants. Parce que rien n'interdit que la personne qui se trouve pour raison X ou Y à 300 km de chez elle prend son smartphone et relie en VPN, vote. Je pense qu'on aurait eu des milliers de votes supplémentaires. Et pour un coût égal à 0. Bon, la création du VPN, bien évidemment, mais pour autant. Donc c'est une réflexion que j'ai envoyée en interne à l'UPR. Donc là, sans que ça revienne, ça va mettre du temps, mais c'est une réflexion que je veux qu'ils aient en interne par rapport à ça. Par rapport à l'expérience, quoi. Ouais, alors moi, ça tombe plutôt bien qu'on ait choisi dispositif de participation parce que moi, je viens de rejoindre une asso, je suis salarié maintenant d'une asso qui fait un outil de vote, pardon, un outil de débat sur Internet. Et donc c'est une problématique qu'on se pose énormément. La question de est-il souhaitable de faire voter les citoyens sur Internet ou seulement les faire débattre et avec quelle sécurité, etc. Moi, je suis partisan un peu comme toi de la précaution en ce qui concerne les votes, mais d'ouvrir les vannes à fond en ce qui concerne les débats. Parce qu'à mon avis, il y a énormément de possibilités pour, comment dire, via l'intelligence collective, à mener des arguments qui soient beaucoup plus forts, parce qu'ils auront été construits par plein de gens. Des gens qui ont amené des petites bribes d'informations et d'idées, et au final on aurait plein de solutions possibles pour un problème,
Et donc ensuite, on aurait une cartographie assez précise de la problématique, des solutions qu'on pourrait apporter. Et une fois cette cartographie faite, une synthèse de tout ce débat-là fait, c'est les citoyens qui votent par des manières classiques, quoi. Ils se rendent dans les urnes, quoi. Après, bon, ça m'étonne pas qu'un vote, même papier, interne à un parti puisse être détourné, parce que forcément ceux qui vérifient, c'est pas comme si c'était des citoyens de tous les partis qui pouvaient participer à ça. Par contre, normalement, vu que n'importe quel citoyen peut participer à un dépouillement d'un vote classique, type les européennes qui viennent se dérouler, en théorie on devrait avoir de la sécurité. Mais bon, là on a eu un peu le même résultat que vous à l'UPR, à Démocratie Réelle, sur des feedbacks de bureaux de vote où ça s'était plutôt mal passé, où il n'y avait pas eu les bulletins de vote que nous on avait donnés. Donc ils ne pouvaient pas voter pour ça. Même carrément des circulaires qui disaient non, c'est telle liste et telle liste et telle liste n'ont pas eu leur bulletin de vote validé par la commission de propagande, alors qu'il était validé. En l'occurrence, on les a pas tous validés, pas toutes les circonscriptions, mais en tout cas la circonscription sud-est où ça s'est passé, le problème s'est posé. Donc c'était vraiment, il y a eu des problèmes un peu hallucinants, mais ça, on pourra le résoudre que par un contrôle citoyen plus important, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui se motivent à surveiller les votes, quoi. Donc pareil, je vous renvoie à un documentaire super intéressant sur les machines à voter. C'est un documentaire sur les machines à voter des États-Unis. Ils ont vachement étudié le truc et eux, les États-Unis, donc ils utilisent ça à assez grande échelle. Et on a vu qu'apparemment c'était vachement facilement détournable et que il y avait eu l'exemple vraiment en live qui avait été pris, quelqu'un qui appuyait, c'était une machine tactile, qui appuyait sur son candidat et quand il appuyait ensuite sur le bouton voter, sauf qu'en fait dans le petit écran de validation ça affichait un candidat différent, quoi. Donc il avait l'impression de voter pour le bon candidat, mais ça votait pour un autre, quoi. Donc enfin voilà. Et après voilà, nous les machines à voter, évidemment, malheureusement, il y en a qui sont utilisées en France. Par exemple, à Boulogne-Billancourt, ils utilisent exclusivement des machines à voter là pour les européennes. Donc déjà le problème nous se pose du fait que les citoyens ne puissent pas du tout contrôler les votes des machines à voter. C'est une boîte noire à laquelle il faut absolument faire confiance. Et si on fait pas confiance, on est mort, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'en dispositif de participation, il y a tout ce qui est évidemment référendum d'initiative citoyenne, mais aussi amener des débats, que l'État lance lui-même des débats, utilise à fond la participation citoyenne comme il le fait déjà un petit peu pour quand il s'agit de projets locaux, d'urbanisme, de choses comme ça, mais on a, en tout cas dans les feedbacks qu'on reçoit, on a l'impression que c'est... Je dois avoir dépassé le temps là, non? Non, pas encore. Ah ok. Dans les feedbacks des citoyens, on a l'impression que ces débats-là servent à rien. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on résolve, nous, si on propose quelque chose dans une constitution, c'est comment mettre des règles sévères pour que les débats citoyens aient une vraie utilité à la société. Et pas juste parler dans le vent pour des choses qui seraient en réalité déjà décidées sans eux, quoi. Voilà. Il y avait quelqu'un qui s'était inscrit pendant que je parlais ou... Ouais. Si on fait des débats sur Internet, comment est-ce que ça s'organise? Si 44 millions de votants en France, on fait un débat à 44 millions de personnes? Alors voilà, c'était justement une question que je me posais, c'est pourquoi on fait des débats. Déjà, on voit déjà qu'il y a plusieurs communes en France, j'ai vu ça sur le site justement d'Étienne Chouard, qui fonctionne sur un mode démocratie directe où vraiment c'est tout le village qui se réunit dans une grande salle et qui débat des finances, de la culture, la voirie, tout. Et donc en fait il faudra faire des débats par échelle, donc des débats pour la municipalité, pour le département, enfin on ne sait pas maintenant avec les réformes ce que ça va donner, département, région. Et après voilà, on peut imaginer pareil, pourquoi pas des tirages au sort d'un département ou d'une région pour représenter le département ou la région dans un débat plus national. Un peu comme ça se fait dans un système aux États-Unis, les systèmes d'électeurs pour aller voter au présidentiel, sauf que là ce serait des tirages au sort. Ça pourrait répondre à une des solutions pour la solution des 44 millions de personnes qui essaient de débattre. Après, par exemple, on voit aussi, par exemple, sur la télévision, qu'on voit qu'il y a des leaders politiques qui discutent sur Internet. Il y a sur Twitter des gens qui
qui mettent leurs commentaires avec le hashtag. On peut imaginer un système équivalent de réaction en direct et puis on les reprend si l'idée est pertinente par quelqu'un. Même ça se fait dans mon école d'ingénieur, il y avait des intervenants sur une table ronde qui parlaient et puis on avait un deuxième écran où les gens se connectaient sur une page prévue par l'école, ils laissaient des petits messages, ils apparaissaient en direct sur l'écran et comme ça les intervenants pouvaient reprendre les questions ou les remarques en disant ça ce point est intéressant. Les gens, je voudrais en parler, parce qu'en fait la personne n'a pas voulu en parler, ou alors elle était à distance. Donc on peut imaginer des solutions comme ça. Et aussi je voulais rebondir sur le système VPN, même le système VPN pour ce que j'en ai vu, VPN ça passe, bon, on va pas parler technique, mais même ça il y a des failles énormes. Et finalement un système VPN, pour moi c'est un truc marketing pour dire que c'est plus de sécurité, mais en fait c'est la même chose, la sécurité sur internet c'est très flou. Ouais. Donc voilà. Avec ces systèmes internet de nouvelles technologies, le risque, ça serait de laisser une partie de la population en dehors de ce mode de ce process. Donc ça, c'est aussi un problème. Je voudrais rebondir sur les machines à voter de Billancourt. Dans ce que tu dis, le souci, c'est que le citoyen n'a pas décider ou voter ou donner son avis sur l'utilisation de tel ou tel système. Ça me paraît aussi litigieux. Sachant qu'effectivement aux États-Unis, les sociétés qui fabriquent les machines sont financées par tel ou tel parti, donc il y a eu effectivement des magouilles par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au départ l'idée était bonne, mais après ils sont aperçus qu'il y avait des magouilles parce qu'effectivement ils recevaient plus de fric que d'autres. Donc c'est pas top non plus. Donc de toute façon, qu'on retourne le problème dans tous les sens, effectivement, à partir du moment où il y a volonté de nuire, effectivement, on y arrive, quoi. Donc le contrôle est pas facile à mettre en place. Alors c'est vrai que le contrôle physique avec 5 personnes derrière le gars qui dépouille, bon, c'est pas mal non plus, ça fait du monde, mais sauf qu'en amont, si la préfecture, comme ça s'est passé pour l'UPR, ne donne pas les bulletins de vote, effectivement, là, c'est même pas de la fraude, on peut même pas voter. Ça, c'est un souci. Problème qu'on n'aurait pas avec le vote électronique. Mais voilà, le débat est lancé. Donc pour reprendre un peu l'idée que tu as développée, en fait, on partirait de débats très locaux et ça remonte petit à petit, en fait, et on finit par avoir des représentants tirés au sort qui sont censés porter la voix que les gens ont décidé pour un débat national finalement. C'est comme ça quoi. Mais donc c'est un peu le système, comme tu disais, le système des grands électeurs. Mais le système des grands électeurs, justement, est-ce qu'il n'est pas antidémocratique à partir du moment où chaque grand électeur représente un certain nombre de gens, et même si tu as la majorité des grands électeurs, tu peux gagner l'élection, alors qu'au final, si on fait le décompte du nombre des voix, tu perds en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas la vraie majorité. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des sujets où il faut faire des référendums directement, où tout le monde vote directement? Si oui, sur quel sujet et comment on détermine l'importance de ces sujets qui seront soumis directement au référendum? Et qu'est-ce qu'on garde pour le deuxième système qui part du local pour aller vers le national? Et moi, je voulais rajouter une question à la liste déjà posée par Baptiste. C'était est-ce que tout le monde est réellement compétent pour voter ou prendre des décisions sensibles? Si on imagine qu'on est dans une démocratie réellement participative où là on se rend régulièrement aux urnes pour discuter non pas de grands projets constitutionnels mais finalement d'un traité ou de loi ou de loi, je sais pas, de finances ou autre. Par exemple, simplement un sujet de finance, là, on parle d'économie, de croissance, tout ça. Moi personnellement, je suis ingénieur informaticien, je connais strictement rien en politique, en économie. Qu'est-ce qui me permet d'aller voter et de prendre une décision sur doit-on augmenter, réinvestir dans tel domaine ou tel domaine? J'y connais rien. Qu'est-ce qui me fait que je suis compétent pour répondre à cette question? Et c'est aussi une question qui m'inquiétait, que je me posais. Est-ce qu'il y a des gens simplement qui ne sont pas compétents dans tel ou tel domaine pour débattre d'un sujet ou prendre une décision pour des sujets en particulier?
Juste par rapport à la compétence du citoyen lambda, par rapport à statuer sur un sujet sur lequel il est peut-être pas super compétent, je pense que c'est déjà le cas de beaucoup de nos politiciens. Quand on regarde des discours assez facilement, on en voit des qui sortent des bêtises énormes au niveau en économie ou bien en énergétique. Bon, j'en cite pas parce qu'il y a peut-être des gens de différents partis autour de la table. Et je pense qu'un citoyen qui est motivé par l'intérêt commun et qui se donne les moyens de comprendre et qui se donne les moyens pour se battre aura un argumentaire plus intéressant et plus en accord avec l'intérêt général au final qu'un politicien qui cherche à se faire remarquer. Et tout à l'heure aussi, il y avait une remarque par rapport au référendum. Je crois que c'est toi qui l'avais faite. Quand est-ce qu'on peut décider si on fait un référendum? En Suisse, ils ont un système pas mal, enfin que je trouve intéressant, de déclenchement de référendum par pétition, auquel on pourrait peut-être s'intéresser en France aussi. Ouais, merci. Alors moi on rentre un peu dans le vif du sujet. Pour moi, quand toi tu disais tout à l'heure, Baptiste, que on ferait voter les citoyens sur certains sujets et lesquels et pourquoi ceux-là et pas d'autres. C'était ça que tu disais en référendum. Ouais. Et pour moi, c'est plus le contraire. C'est toutes les décisions doivent être prises par les citoyens. C'est vraiment partir du niveau le plus bas de participation, c'est-à-dire l'assemblée citoyenne locale ou les votes sur absolument tout. Et ensuite seulement, on délègue si on le veut. Les citoyens ont le droit de pouvoir déléguer, s'ils le veulent, certains mandats. Ou alors, carrément, utiliser les mécanismes de démocratie liquide. Et ça, c'est un peu pour répondre à ta problématique il y a certains sujets sur lesquels je ne suis pas compétent, qu'est-ce que je voterais si c'était à moi de voter. La démocratie liquide, ça permet de confier son vote à quelqu'un d'autre sur un certain sujet ou sur tous les sujets. Alors, la démocratie liquide, c'est un peu... oui, liquide. Donc c'est voilà, tant qu'on y est, on va explorer certains concepts. Alors les citoyens de base peuvent voter sur absolument tout. Seulement ils peuvent aussi, c'est ce que je vous explique, c'est la démocratie liquide. Hein. Seulement ils peuvent aussi choisir de déléguer sur certaines des décisions qu'ils vont devoir prendre, ou toutes, ou certains domaines, etc., ou pour une certaine période de temps, à quelqu'un. C'est-à-dire dire moi je te mandate toi pour ou alors je te fais une procuration, c'est une procuration quoi, mais de manière un peu automatisée. Donc ça peut être par exemple sur un outil de vote sur internet ou n'importe quoi, si on lui fait confiance. Et donc on dit moi je mandate telle personne pour telle décision ou tel ensemble de décisions. Et du coup, il a une procuration pour tous ces votes-là. Et le principe de la démocratie liquide, c'est que on peut reprendre quand on veut notre pouvoir. Et donc, on peut choisir tel expert pour tel sujet, tel autre expert pour tel autre sujet sur lesquels nous, on ne se sent pas compétent. Et reprendre ce pouvoir-là dès qu'on sent qu'il fait un vote qui est différent de ce que nous, on voudrait. Et du coup, c'est une manière qui permet de doser, comme on le veut, entre démocratie directe pure et système représentatif pur. On a tous les coloris possibles selon notre niveau d'implication, de citoyenneté, de temps disponible, de volonté, de compétences. Et ça, c'est nous qui choisissons, quoi. Donc je te note. Et du coup, un autre truc que je voulais dire, c'était le principe de subsidiarité, réinsister un petit peu dessus. C'est vraiment pour moi, s'il faut faire des dispositifs de participation, c'est d'abord au niveau local. Ensuite, chaque niveau local délègue, s'il le veut, à un niveau supérieur. Par exemple, une ville décide de déléguer une certaine compétence type réseau électrique ou quel que soit le réseau qui en gros est quelque chose de très important qui va couvrir une surface bien plus grande que sa seule surface. Il délègue ça au niveau supérieur, et si d'autres entités délèguent ça elles aussi au niveau supérieur, on a un genre de comité qui se forme, qui eux peuvent prendre des décisions en étant représentés par le niveau local, quoi, avec des mandats impératifs ou des représentants, quoi. Donc voilà, c'est un système de pyramide, en gros, de niveau de représentation, un nombre de niveaux infini. Donc il y aurait ville, département, région, pays, Union européenne, trucs comme ça, quoi. Voilà. Moi, je vais revenir sur ton idée de démocratie liquide. Ma question, c'était savoir est-ce que une personne peut recevoir une seule procuration de quelqu'un d'autre, ou un mandat d'une seule personne, ou de plusieurs?
autant qu'on veut, parce que justement, moi, je pensais que du coup, on allait avoir l'effet pervers, qu'on allait revenir à un système actuel où finalement, chacun fait un peu ce qui se passe actuellement. Je fais mon candidat, voici ma position, votez pour moi, donnez-moi vos votes. Donc finalement, on change pas grand-chose. On revient au système qui existe actuellement de candidats. Je veux voter pour tout le monde, donnez-moi vos voix. Et sinon, et c'est la démocratie liquide. Donc pour moi, l'idée est bonne au départ, mais il faut limiter à une ou à la rigueur 2 voix. Et pour ça, pour éviter de revenir finalement à ce qui se passe aujourd'hui. Et sinon, j'avais je sais plus ce que je voulais dire. C'était au niveau des compétences. C'est vrai que l'idée c'est aussi en fait l'information, parce que les gens débattent sur un sujet. C'est prévoir un outil d'information, parce que finalement, par exemple au simple niveau des lois aujourd'hui, on lit un texte de loi, je peux vous étaler sur Légifrance ou autre aujourd'hui, c'est tout simplement incompréhensible de lire, on ne comprend pas ce qu'on lit, pourtant on voit le code de propriété intellectuelle, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe de ces codes. Pour moi, il faudrait une simplification du texte de loi, et aussi, ou alors quelque chose pour l'expliquer, le comprendre, et permettre aux gens de se renseigner pour pouvoir ensuite être compétents pour en débattre. Et j'avais un troisième point que je voulais évoquer, c'était toujours au niveau participatif, c'était au niveau des relations internationales. Je me demandais comment les gens s'organisaient pour débattre au niveau international, par exemple avec les relations avec d'autres pays ou l'Union européenne. On ne va pas se mettre tout un comité en France à discuter avec Angela Merkel ou autre, parce si on suppose qu'eux ne bougent pas, restent avec leurs représentants. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée pour discuter avec les gens à l'étranger ou même simplement des entreprises? On sait qu'on doit discuter avec des grands groupes, par exemple l'affaire Alstom ou autre. Et comment on fait? Je voudrais revenir sur la complexité des textes de loi et la complexité qui existe dans tous les domaines. Hein. Vous prenez la sécurité sociale, vous ne comprenez pas ce qu'ils vous disent, eux-mêmes non plus. C'est bien évidemment fait exprès. À partir du moment où le citoyen lambda ne comprend pas un texte de loi, il n'aura pas matière à contester. Donc, et plus on avance dans le temps, et plus c'est incompréhensible. Je peux même vous dire, la petite anecdote, quand j'étais chez EDF, notre ami, comment il s'appelle, Jean-Louis Borloo, avait pondu un texte de loi sur les tarifs EDF. Eh bien, ils ont fait une réunion interministérielle pour expliquer effectivement ce qu'ils avaient écrit. Je vous jure, ils ne savaient pas interpréter, parce que quand le texte de loi sortait, donc tous les mois, voilà, on était obligé de se tenir au courant. 4 collègues, 4 versions différentes sur l'interprétation de ce qui avait été écrit. Hein. Donc ils tombent dans leur propre piège. Mais bien évidemment, c'est fait exprès. Hein, si le citoyen lambda. Donc moi, évidemment, je suis pour une simplification, c'est-à-dire appelons un chat et un chat, et non pas quelque chose qui va venir en plus, article machin, qui va venir contredire l'autre avec des exceptions, etc. Parce qu'il n'y avait que ça, c'était que les exceptions. Ben, à la fin, on ne comprenait plus rien. C'est fait exprès. Donc ça, il faut le savoir. Quand vous regardez le fonctionnement de l'Union européenne, c'est du même acabit, hein, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont du mal à savoir exactement de quoi ils retournent. Et voilà, bon, j'ai lu un petit truc là sur les élites européennes qui sont formées, un peu comme Love Story, hein, ils sont, je ne sais pas si Boulevard l'a vu, bon ben voilà, eux-mêmes doutent de la philosophie européenne, de la construction, etc. Donc en fait, ces hauts fonctionnaires ne sont là que pour avoir un emploi sécurisé et bien payé. Donc voilà, donc ils n'ont pas l'intérêt général, c'est ça le souci. Genre, effectivement, c'est une notion très importante. L'intérêt général, les élites ne l'ont plus. Mais le souci que je me posais tout à l'heure, c'était parce que nous, on est dedans, bien évidemment. Hein, on est plutôt à fond dedans, mais ça prend du temps, en plus de notre travail. Mais les citoyens lambda, à la limite, royalement, ils s'en moquent. Quoi. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne comprennent pas. Ensuite, il se dit, de toute façon, j'ai voté, et puis voilà, j'ai voté pour un président, maintenant, il fait son boulot, sauf qu'il ne le fait pas. Donc le problème du contrôle, effectivement, de l'action du politique est primordial. Donc c'est pour ça qu'on parle de vote...
si on assomme le citoyen lambda avec des votes toutes les semaines sur tel ou tel sujet, de toute façon, il ne suivra pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, même si c'est un référendum, même si ce sont des trucs qui l'intéressent, au bout d'un moment, il va zapper, quoi. C'est le souci. Le souci, c'est qu'effectivement, depuis des décennies, ils sont hypnotisés par les médias. Donc voilà, c'est un gros. Donc hypnotisés, le bobotisé. Et ça va pas se défaire. Imaginons que demain on soit en démocratie nickel. Du jour au lendemain, ok, nous on est contents, mais eux, ça va être difficile. Ouais, donc moi j'ai pas mal de choses à dire. Ouais. Donc, déjà, à propos du fait que les citoyens, s'il y avait de la démocratie liquide, ils seraient enclins à trop déléguer et du coup il y aurait énormément de votes qui seraient confiés à très peu de personnes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté. Par exemple, je sais qu'il y a le Parti pirate italien qui a mis en place donc Liquid Feedback, qui est un outil de démocratie liquide en interne pour leur prise de décision. Et ils se sont retrouvés justement avec cette situation-là. Au bout d'un certain temps, il y avait 5 ou 6 membres du parti qui se retrouvaient avec quasiment tous les voix, en fait, qui pouvaient faire basculer tous les votes parce qu'ils avaient accumulé assez de votes, enfin de mandats. Et du coup, la situation était un petit peu bloquée. Donc, ils essayaient de remotiver les autres membres du parti pirate pour enlever leur mandat et essayer de voter pour eux, ou qu'au moins les mandats soient mieux répartis. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un problème qui peut se poser si tout est concentré et que les citoyens ne feront pas d'efforts particuliers pour voter par eux-mêmes, quoi. Ça c'est sûr, mais bon, en même temps, on ne pourra pas trop forcer les citoyens à participer vraiment, ou alors, enfin voilà, il faudrait des lois un peu plus coercitives qui iraient contre la volonté des citoyens, et puis ça marcherait pas forcément, quoi. Ça donnerait des mauvais résultats. Ouais, voilà, vote obligatoire comme en Belgique, ouais. Mais bon. Donc autre chose, oui, sur la complexité des lois. Alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant. On dit en théorie nul n'est censé ignorer la loi, seulement dans la pratique il y a énormément de codes législatifs, de textes de loi, des volumes entiers qu'on est censé tous connaître et respecter. Or il n'en est rien et comme nous on connaît quasiment pas les lois et que c'est quasiment impossible de les connaître sur le bout des doigts, on est constamment en situation d'infraction en fait. Si quelqu'un cherche en faisant le panorama de toutes les actions qu'on fait dans une journée, il y aura forcément des trucs illégaux qu'on fait alors qu'on le savait même pas, quoi. Et donc ouais, il y a plein de professions un peu nocives qui se montent par-dessus ça, tout ce qui est je sais pas moi, ceux qui disent qu'ils maîtrisent vachement bien le droit pour vendre du conseil aux citoyens, et en fait ils se rendent dépendants, enfin les citoyens se rendent dépendants de ces personnes-là en tolérant un code législatif trop complexe, quoi. Et ça c'est un problème qui ne se pose pas, j'ai l'impression, en Suisse par exemple. Dès que la loi proposée est trop compliquée, il y a le référendum d'abrogation qui permet de virer les lois trop compliquées, ou même les propositions faites par les citoyens. Si elles sont incompréhensibles, les Suisses, ils votent non parce qu'ils disent pour moi c'est pas assez clair cette loi-là, il faudrait qu'elle soit mieux faite, etc. Donc le fait même d'avoir, je pense, le pouvoir sur le législatif, nous les citoyens, nous permet de mettre une très forte influence sur les rédacteurs des textes pour les forcer à faire quelque chose de clair, de concis, de compréhensible. Donc ça, je pense que c'est un problème qui se pose actuellement, mais qui serait bien moindre si on était en démocratie directe. Donc, autre chose, tout à l'heure tu m'as demandé de parler un peu plus de l'outil de débat sur lequel je bosse. Donc en fait, c'est un outil qui s'appelle Assemble, dont le but c'est de tout simplement faire un peu comme un forum de discussion sur Internet, sauf que il y ait des moyens d'extraire des idées, des messages des gens et de les mettre dans une synthèse, en fait, de faire la synthèse de tous les arguments. Et ça, c'est quelque chose que justement qui est fait à chaque référendum d'initiative citoyenne en Suisse. Il y a une genre d'institution suisse dont la seule utilité c'est de synthétiser les arguments de chaque camp, en fait, des camps pour et des camps contre la proposition. Et ensuite, ils envoient ça aux citoyens par la poste
en même temps que leur matériel de vote. Et je crois que c'est ça, ils votent par la poste, donc ils reçoivent la synthèse de tous les arguments pour qui ont été recueillis jusqu'à présent dans le débat public, que ce soit les médias ou n'importe quoi. Et comme ça, les citoyens, ils sont chez eux tranquilles et ils peuvent prendre le temps pour réfléchir si c'était pas encore trop penché sur la question, en regardant les médias ou n'importe. Et là, en tout cas, ils reçoivent les synthèses des arguments et ils peuvent choisir. Bon, évidemment, si cette institution-là est corrompue, on aura forcément que des arguments contre, par exemple, pour une certaine loi. Mais bon, ça, il suffit d'avoir un truc qui soit à peu près bien contrôlé, puis c'est bon, quoi. Donc ouais, voilà, moi, pour revenir à l'outil sur lequel je travaille, l'idée, c'est de permettre justement des débats de très gros volumes de messages, des débats que personne ne pourrait lire en entier. Même s'il est passé 24 heures sur 24, c'est comme là par exemple sur YouTube, il y a plus de vidéos qui sont postées à chaque seconde que ce qu'on peut en voir. Donc là l'idée c'est, il y aura des gens qui posteront des messages, il y aura des gens qui liront des messages, qui en tireront une structure pour vraiment donner une synthèse du débat, le structurer. Et comme ça, ceux qui n'ont pas le temps de parcourir tout le débat pourront très facilement juste lire la partie synthèse, lire quelques messages éventuellement sur quelques sujets qui les intéressent ou au pif, et ensuite contribuer. Parce qu'ils seront sûrs, en rédigeant leur message, que leur idée n'a pas été déjà dite dans la synthèse. Donc comme ça évite de faire de la redite, parce qu'il y a souvent énormément de gens qui n'ont pas le temps de lire tout le débat et qui postent quelque chose qui en fait a déjà été dit des dizaines de fois et ça pollue encore plus le débat, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de permettre ça pour peut-être à terme, qui sait, faire décider aux gens ensuite par eux-mêmes sur l'appui de cette synthèse-là, faire décider quelle solution à un problème donné les citoyens voudraient prendre, quoi. Voilà.